perhaps as much as we should have done, are absolutely crucial. For instance, as I've tried to say for, I don't know, nearly 40 years, that Je me souviens encore parfaitement de ce que j'ai ressenti cette nuit de décembre lorsque j'ai vu les pièces du puzzle s'assembler. Non pas à cause des sirènes hurlantes ou des flashs des appareils photo, mais précisément parce que tout était resté si silencieux. C'était là le détail le plus troublant, un événement qui frappait au cœur même de la monarchie se déroulait, sans public, sans fuite, sans drame. Pendant que Londres dormait, une signature était apposée sur un bureau à Clarence House, une signature qui allait changer à jamais le paysage constitutionnel. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le moment choisi. Pas en journée, pas après un débat parlementaire ou une déclaration publique, mais au beau milieu de la nuit, comme si l'institution elle-même savait que ce n'était pas le moment des démonstrations cérémonielles. J'imagine cet espace, le salon bleu, la lumière chaude, les murs épais imprégnés de générations d'histoire. Et là, au cœur de cette continuité, une décision qui reconnaît implicitement que même les systèmes séculaires ne sont pas à l'abri des limites humaines. Dès les 15 premières secondes de mon récit, je me pose une question qui résume tout que fait un roi lorsqu'il réalise que son corps ne peut plus porter la couronne naturellement. La réponse n'est ni l'abdication, ni le déni, mais l'adaptation. C'est en soi révolutionnaire, la monarchie repose sur des symboles de stabilité et d'immuabilité. Or, j'ai ici constaté le contraire, un choix délibéré de flexibilité, inspiré par le réalisme plutôt que par la tradition. Ce qui rend cette soirée si exceptionnelle, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, mais l'intention qui le sous-tend. Il ne s'agissait pas d'une réaction à un scandale ou à une crise aiguë. Il n'y avait ni conflit public ni urgence constitutionnelle. Il y avait simplement la reconnaissance discrète que le temps et la santé sont non négociables. Cette reconnaissance, à mon sens, exige plus de courage que bien des démonstrations de force, car elle implique d'anticiper un avenir où l'on pourrait être moins en mesure d'agir et de ne pas s'en remettre au hasard. Je reste figé sur l'image de la plume sur le papier. Signer est souvent un acte routinier, surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à signer des documents. Mais ici, chaque lettre était lourde de sens. Il ne s'agissait pas d'une simple formalité administrative. C'était une redistribution délibérée des responsabilités. Je me demande combien de dirigeants sont réellement prêts à partager le pouvoir avant d'y être contraints, et combien d'institutions attendent de trop longtemps jusqu'à ce que le chaos les submerge. Le silence qui suit la signature est presque aussi significatif que l'instant lui-même. Pas d'applaudissements, pas de soulagement manifeste, juste le tic-tac d'une horloge, un rythme qui me rappelle le passage du temps indépendamment du statut ou du titre. Dans ce silence, je perçois quelque chose de rarement abordé dans les analyses du pouvoir, la vulnérabilité. Non pas comme une faiblesse, mais comme une honnêteté face à la réalité. Ce qui m'inquiète également, c'est l'absence de consultation publique. Cette décision a été prise sans pression démocratique directe, sans que les médias n'aient préparé le terrain. Ce n'est qu'à l'aube que le monde en serait informé, et ce, en des termes de soigneusement pesés. J'y vois un choix stratégique, agir d'abord, expliquer ensuite. Garantir d'abord la stabilité, puis laisser place à l'interprétation. Est-ce une approche dépassée ou progressiste? Je penche pour la seconde. Dans cette première partie, je tiens à souligner que cette histoire ne relate pas une rupture soudaine, mais un changement presque imperceptible. On pourrait être tenté de parler de choc, mais le véritable impact réside dans la maîtrise avec laquelle tout s'est déroulé. La monarchie n'a pas basculé par une explosion, mais par un murmure. Et parfois les murmures sont plus dangereux, car on ne les comprend pleinement que plus tard. En réfléchissant aux détails, je réalise que cette soirée reflète aussi les réalités de nos sociétés. Nous vivons à une époque où le leadership se mesure souvent à la force et à la résilience affichée. Pourtant, ce moment démontre que la capacité d'anticiper et de reconnaître ses limites est peut-être la forme de pouvoir la plus durable. Une institution peut-elle survivre en admettant qu'elle doit s'adapter? Ou bien assistons-nous en réalité au début d'une relation fondamentalement différente entre tradition et modernité? Je termine cette première étape par une pensée troublante. Si cette décision était nécessaire pour prévenir un chaos futur, qu'est-ce que cela révèle sur la proximité que nous avons parfois avec le précipice de ce chaos sans même nous en rendre compte? La nuit de la signature fut calme, presque banale. Mais sous ce calme se cachait une profonde conviction, rien, pas même une couronne, n'est plus fort que la condition humaine. Et c'est peut-être précisément cette conviction qui détermine la pérennité d'une institution. Plus je remonte dans le temps, plus il devient évident que cette nuit de décembre n'était pas un acte impulsif, mais l'aboutissement d'une longue lutte intérieure. Ce qui s'est déroulé à huis clos avait peu à voir avec le drame et tout avec la biologie. La santé est d'une honnêteté brutale, surtout lorsqu'elle se présente non comme une crise soudaine, mais comme une limite qui se déplace lentement. Je ne vois pas cela comme une histoire de maladie, mais de confrontation, la confrontation avec le fait que même un roi n'est pas au-dessus des lois du corps. Tout a commencé
si j'ai bien compris, non par des signes avant-coureurs, mais par des changements subtils. Une fatigue persistante, une concentration qui exigeait plus d'énergie qu'auparavant. Banal en soi, presque humain dans sa banalité. Mais c'est là que résidait le danger. Ceux qui sont au pouvoir ont l'habitude de minimiser les signaux d'alarme. Encore un peu un dossier de plus, une série d'obligations de plus. Je me demande combien de dirigeants reconnaissent ce moment, mais choisissent de l'ignorer parce que céder équivaut à perdre. Ce qui me frappe, c'est que les analyses médicales n'ont pas prédit de catastrophe. Il n'y avait ni diagnostic définitif, ni fin inéluctable. C'est précisément ce qui complexifie la situation. Un déclin progressif de la résilience laisse place à l'interprétation, au doute et au déni. Il est bien plus facile d'agir face à une rupture nette qu'à une ligne qui s'estompe lentement. Et pourtant ici, on a choisi de prendre cette incertitude au sérieux. Pas plus tard, pas quand les choses ont mal tourné, mais au moment où il était encore possible d'anticiper. J'ai perçu une tension fondamentale en filigrane, le rôle exige un effort maximal, mais le corps impose un rythme différent. Ce conflit n'est pas propre au monarque, il est familier à quiconque porte des responsabilités. Ici seulement, il est amplifié par le symbolisme et l'histoire. Un roi incarne la continuité. Que se passe-t-il lorsque cette incarnation commence à vaciller? Faut-il la dissimuler ou redéfinir le rôle lui-même? Ce qui me paraît remarquable, c'est la décision de ne pas laisser la réalité médicale se transformer en spéculation publique. Aucun communiqué de presse détaillant les faits, aucun chiffre, aucun diagnostic. La santé a été abordée comme un facteur stratégique et non comme un sujet à sensation. Cette approche semble presque désuète à une époque où chaque détail est scruté à la loupe. Parallèlement, elle soulève des questions. Quel niveau de transparence est nécessaire pour maintenir la confiance et à quel moment l'ouverture devient-elle au contraire déstabilisante? Les conversations avec les médecins me semblent cruciales, non pas pour leur contenu, mais pour le ton employé. Non pas « vous ne pouvez plus continuer ainsi », mais « il faut envisager une autre approche ». C'est une nuance subtile mais essentielle. Elle sous-entend la liberté de choix et la responsabilité. Elle place la décision, non pas sur un diagnostic, mais sur le leadership. Je me demande si c'est à ce moment précis que le déclic s'est produit, non pas la prise de conscience de la vulnérabilité, mais la réalisation que l'inaction est aussi un choix avec des conséquences potentiellement plus graves. Ce qui rend cette réalité médicale si marquante dans ce récit, c'est qu'elle est restée invisible aux yeux du monde extérieur. Pas de fauteuil roulant, pas d'image d'hôpital, aucune absence remarquée. De l'extérieur, tout semblait normal. Et c'est précisément ce qui a rendu la décision si inattendue. Elle nous confronte à une vérité dérangeante, une stabilité apparente peut masquer un profond processus de remise en question. Combien de fois percevons-nous les institutions comme immuables alors qu'en réalité elles sont déjà en pleine métamorphose? Je reviens sans cesse à l'idée de prévention. En politique et dans les jeux de pouvoir, la prévention est rarement récompensée, car son succès reste invisible. Si elle fonctionne, rien ne se passe. Or, c'est précisément ce qui était recherché ici, un scénario où aucune crise ne surviendrait. N'est-ce pas là une forme de leadership que nous ne reconnaissons pas suffisamment? Un acte visant non pas à susciter des applaudissements mais à prévenir l'effondrement. Dans cette section, je tiens à souligner que la réalité médicale agit ici comme un catalyseur et non comme une cause de déclin. Le corps n'est pas devenu l'ennemi de l'institution, mais la raison de sa modernisation. C'est là, à mes yeux, l'aspect le plus fascinant, la vulnérabilité n'a pas été dissimulée mais transformée en structure. Cela exige une redéfinition de la force. Non pas en persévérant jusqu'à l'épuisement, mais en créant un espace dans le temps. Je laisse volontairement cette question ouverte si les forces de santé évoluent. Est-ce le signe d'une faiblesse systémique ou plutôt de sa résilience? La réponse est peut-être d'une simplicité dérangeante. Les systèmes qui n'osent pas s'adapter attendent que le corps s'effondre. Et alors, il est trop tard. Lorsque je déplace mon attention du personnel au juridique, il devient douloureusement évident pourquoi cette décision était inévitable. Non pas par émotion, mais à cause d'un système figé dans le passé. L'ancienne loi successorale a été conçue pour un monde révolu. Un monde où les dirigeants étaient soit au pouvoir, soit absents, sans transition, sans nuance. Ce qui me frappe, c'est la durée pendant laquelle cette tension est restée sans réponse, comme si l'on espérait que la réalité s'adapterait à la loi plutôt que l'inverse. Je vois l'ancien système comme une porte à deux positions ouvertes ou fermées, abdication ou pouvoir absolu. Cela fonctionnait à une époque où la médecine laissait peu de place à la vulnérabilité à long terme. Mais dans un contexte moderne où l'on peut vivre des années avec des limitations, ce modèle binaire est devenu un risque. Non seulement pour la personne au pouvoir, mais pour la stabilité de l'ensemble de l'État. Comment une institution peut-elle rester crédible si elle n'a pas les outils pour une évolution progressive ? Ce qui me frappe le plus, c'est que cette législation n'a jamais été conçue dans un souci d'humanité. C'était une mesure provisoire née d'une crise destinée à éviter qu'elle ne se reproduise.
Or, les mesures provisoires deviennent vite obsolètes lorsqu'elles s'installent comme normes. Je me demande combien d'autres systèmes fonctionnent encore selon des règles autrefois conçues comme temporaires, mais désormais érigées en dogmes. Et que se passe-t-il lorsque ces règles se heurtent à la réalité? Le cœur du problème résidait dans le manque de flexibilité. Impossible de procéder à des transferts de tâches partiels, ni de répartir les responsabilités sans rupture symbolique. Tout ou rien. Cela paraît simple, mais c'est aussi impitoyable. Cela contraint les dirigeants à tergiverser, à nier, à repousser les limites. Et c'est précisément ce qui accroît le risque d'instabilité soudaine. Faut-il s'étonner dès lors qu'en coulisses, ils aient commencé à chercher une solution alternative? J'ai du mal à dissocier cela de schémas sociétaux plus larges. Même en dehors de la monarchie, les systèmes peinent à se défaire de postulats obsolètes. Nous vivons plus longtemps, travaillons plus longtemps et assumons des responsabilités plus longtemps. Pourtant, nombre de règles reposent encore sur des transitions abruptes, retraite, succession, transfert de pouvoir. Ce moment n'était peut-être pas qu'une simple correction du protocole royal, mais le symptôme d'un problème plus profond, notre difficulté à reconnaître juridiquement les changements progressifs. Ce qui me paraît fascinant, c'est la prudence avec laquelle ils ont dû agir. Toute modification du droit successoral affecte non seulement un pays, mais tout un réseau d'États et d'institutions. Cela rend les réformes lentes et délicates, et pourtant la décision d'agir a été prise. Discrètement, sans bruit, mais avec détermination. Cela en dit long sur la gravité avec laquelle les lacunes de l'ancien système étaient perçues. Après tout, pourquoi sinon risquer une refonte aussi fondamentale? Selon mon analyse, il s'agit d'un conflit entre symbolisme et fonctionnalité. La couronne représente la continuité, mais continuité ne rime pas avec stagnation. Au contraire, la véritable continuité exige une adaptation. L'ancien système protégeait le symbolisme au détriment de la fonction. Le nouveau mécanisme tente de concilier les deux. C'est un équilibre délicat et je me demande si le public en mesure pleinement la fragilité. Il y a aussi un paradoxe dans tout cela. En réformant le système avant une crise, on admet implicitement qu'une crise est possible. Cela peut alimenter l'incertitude. Parallèlement, cela réduit la probabilité que cette incertitude se concrétise. C'est la politique préventive à l'état pur, mais aussi sous son aspect le plus ingrat. Personne ne se réjouit d'une catastrophe qui n'arrive pas. Et pourtant, c'est précisément ce que l'on recherchait ici. Je me demande si ce précédent perdurera. À l'avenir, les gens seront-ils plus enclins à adapter les règles à la réalité humaine, ou cela restera-t-il une exception justifiée par la position unique de la monarchie? J'ai le sentiment que cela a des implications plus larges, que cette décision ouvre discrètement la voie à une conception différente du pouvoir, non pas comme quelque chose que l'on détient jusqu'à l'épuisement, mais comme quelque chose que l'on gère par étapes. À la fin de cette section, une réflexion demeure. L'ancien système a échoué, non pas par malveillance, mais par manque de nuance. Or, la nuance est précisément ce qu'exige le monde moderne. La question n'est pas de savoir si le changement était nécessaire, mais pourquoi il a fallu si longtemps avant que l'on ose le mettre en œuvre. Lorsque je me penche sur la relation entre le père et le fils, le récit bascule de la structure à l'émotion. C'est là, je le constate, que la décision devient véritablement tangible. On peut réécrire les lois, ajuster les protocoles, mais rien ne prépare quiconque au moment où le pouvoir cesse d'être un avenir abstrait pour devenir une réalité partagée. Ce qui s'est déroulé entre Charles et William n'était pas une simple passation de pouvoir, mais une redéfinition de leurs liens, de leurs rôles et de leurs attentes. J'essaie d'imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on se prépare toute sa vie à une tâche qui viendra toujours plus tard. Plus tard, au moment opportun, lorsque le cours naturel des choses aura suivi son cours. Et puis soudain, ce plus tard se transforme en un moment indéterminé mais imminent. Non pas par la mort, non pas par un scandale, mais par la planification. Cela exige un effort mental plus important qu'on ne le croit souvent. Le pouvoir devient alors non pas une finalité, mais un processus. Ce qui me frappe, c'est l'asymétrie de leur position. L'un a attendu des décennies avant de commencer, l'autre a passé autant de décennies à espérer un report. Cette situation paradoxale engendre une tension. Charles savait ce que c'était que d'attendre d'être toujours prêt, sans jamais assumer pleinement ses responsabilités. William savait ce que c'était que d'espérer que cette préparation reste longtemps théorique. Le fait qu'ils doivent désormais trouver un compromis est peut-être l'aspect le plus difficile émotionnellement de tout ce processus. Je ne perçois pas ce moment comme une lutte de pouvoir, mais comme un conflit entre loyauté et devoir. Pour un fils, accepter un partage du pouvoir revient à reconnaître implicitement la vulnérabilité de son père. Ce n'est pas un acte neutre, cela exige de renoncer au déni. Je me demande combien de conversations ont été nécessaires avant que cette reconnaissance ne soit possible et combien de silences ont régné entre-temps. Car parfois, les silences sont plus éloquents que les mots. Ce qui rend cette histoire remarquable à mes yeux, c'est que la décision n'a pas été imposée.
Aucune contrainte légale, aucune pression extérieure n'exigeait une action immédiate. Il s'agissait d'une demande, non d'un ordre. Et c'est précisément ce qui l'a rendu si difficile. Les choix volontaires ont toujours plus de poids que les décisions forcées. William aurait pu théoriquement refuser par loyauté, par crainte du jugement ou par retenue personnelle. Le fait qu'il ne l'ait pas fait en dit long sur la profondeur avec laquelle le sens des responsabilités s'était désormais ancré en lui. Je me demande comment l'opinion publique a influencé leurs délibérations. Chaque changement au sein de cette famille est scruté, analysé et interprété. La peur d'être mal compris est bien réelle. Un père qui partage le pouvoir peut paraître faible. Un fils qui accepte ce pouvoir peut paraître impatient. L'équilibre entre ces deux visions est extrêmement fragile. Pourtant, ils ont choisi de prendre ce risque. Pourquoi ? Parce que l'alternative, l'inaction, aurait été au final bien plus dommageable. À mon sens, cela marque une transition de la hiérarchie au partenariat, non pas au sens symbolique, mais en termes de responsabilité concrète. Le père et le fils ne sont plus des rivaux, mais des co-gérants de la continuité. C'est inhabituel dans les systèmes qui reposent sur une succession clairement définie. Cela exige de la confiance et peut-être plus encore, cela exige d'accepter de déléguer partiellement le contrôle sans avoir l'impression d'échouer. Je trouve ce moment presque universel. Quiconque a déjà délégué une responsabilité connaît la tension entre s'accrocher et lâcher prise. Mais ici, cette tension était amplifiée par l'histoire, les attentes, la pression publique. Ce choix devient alors non seulement personnel, mais aussi exemplaire. Il montre comment le pouvoir peut également s'exercer non pas comme un bâton transmis après une chute, mais comme un fardeau partagé temporairement. Ce qui me marque, c'est que ce n'était pas une explosion émotionnelle. Pas de grands gestes, pas de rupture dramatique, tout était resté sous contrôle, et c'est précisément là que réside la gravité de la situation. Quiconque comprend véritablement les enjeux n'a pas besoin d'exagérer. La décision a été prise discrètement, mais en pleine conscience des conséquences. C'est peut-être la forme la plus pure de responsabilité. Je terminerai cette section par une question qui se pose naturellement: si le pouvoir peut être partagé ainsi sans perte de prestige ni chaos, pourquoi cela arrive-t-il si rarement? Est-ce parce que les systèmes préfèrent se briser plutôt que de s'adapter? Ou parce que l'on tarde trop à reconnaître ses propres limites? Ce qui s'est passé ici n'était pas un signe de déclin, mais de maturité. Et c'est peut-être précisément ce dont cette relation et cette institution avaient au besoin à ce moment précis. Ce dont je me souviens le plus de la signature, ce n'est pas l'acte lui-même, mais les personnes présentes. Les témoins sont rarement neutres. Leur présence donne du sens à ce qui pourrait autrement sembler une simple formalité administrative. Dans cette cérémonie privée, ce sont précisément les regards silencieux, les respirations retenues et la conscience de l'histoire qui ont conféré à l'événement toute sa gravité. Je ne perçois pas cette scène comme une mise en scène, mais comme un moment de pleine conscience. L'espace était soigneusement choisi, sans pour autant être empreint d'une solennité excessive. Cela en dit long. Ce n'était pas un moment de grandeur, mais de recueillement. Les témoins n'étaient pas là pour faire de la figuration, mais pour ancrer le moment. Leur rôle n'était pas émotionnel, mais légitimant. Pourtant, je ne peux m'empêcher de penser que chacun d'eux comprenait qu'il assistait à un événement rarissime, une structure de pouvoir qui se limite volontairement. Combien de fois cela se produit-il réellement? J'imagine que chacun a vécu cet événement différemment. Pour certains, il s'agissait peut-être d'une étape juridique marquante d'un précédent que les historiens analyseraient plus tard. Pour d'autres, c'était sans doute un moment plus intime, un instant humain, où se mêlaient loyauté, devoir et finitude. Ce qui les unissait, c'était le silence. Aucun commentaire, aucune discussion, comme si chacun pressentait que les mots seraient insuffisants. Ce qui me frappe, c'est que la cérémonie n'avait pas l'air d'une conclusion, mais d'un commencement. La signature n'a rien conclu, elle a ouvert un nouveau chapitre où ambiguïté et préparation coexistent. C'est déstabilisant surtout pour les institutions qui privilégient la clarté et la hiérarchie. Pourtant, cette ambiguïté a été consciemment acceptée. Je me demande si ce n'est pas là précisément l'essence de la gouvernance moderne, apprendre à vivre avec ces phases intermédiaires. Les témoins n'ont vu aucune abdication, aucune rupture publique. Ils ont perçu quelque chose de plus subtil, un pouvoir redistribué sans changement apparent. C'est ce qui rend la chose si difficile à expliquer au monde extérieur. Comment affirmer qu'un changement fondamental s'est opéré quand tout semble identique? C'est peut-être pourquoi cette cérémonie est restée si privée. Non par secret, mais par la conviction que le sens ne se révèle parfois qu'après coup. Je pense aussi au symbolisme de l'ordre. Qui dessine en premier, qui observe, qui confirme ces détails semblent insignifiants, mais ils sont lourds de sens. Ils confirment que l'ordre établi perdure même s'il est en train de se modifier. C'est un jeu subtil, le changement passe par la confirmation, non par le déni. Cela exige de la précision car un faux pas peut être interprété comme une tentative de prise de pouvoir ou comme une faiblesse. Ce que ces témoins ont vu, à mon avis, c'est une forme de leadership rarement reconnue.
Non pas de bravade ni d'héroïsme, mais de maîtrise. La volonté de laisser ses actions être consignées, analysées et validées par autrui. C'est l'antithèse de l'autoritarisme. C'est un pouvoir qui accepte consciemment d'être limité. Et je me demande, ne devrions-nous pas exiger cela plus souvent de ceux qui portent des responsabilités ? À mon sens, les témoins ont constitué une mémoire morale. Ils pourront plus tard affirmer « Ceci n'est pas arrivé sous le coup de la panique, ni sous la contrainte, mais de la délibération et de la prévoyance. » Leur présence a ancré cette version des faits avant même qu'elle ne soit connue du public. Cela confère à leur rôle une fonction quasi protectrice non seulement pour les personnes impliquées, mais aussi pour l'institution elle-même. Car en période de doute, ce sont souvent ces assurances silencieuses qui rétablissent la confiance. En repensant à cet événement, je réalise que sa force résidait précisément dans ce qui ne s'est pas produit. Aucune fuite préalable, aucun conflit interne n'a éclaté au grand jour. Cela exige de la discipline et peut-être aussi un sentiment d'urgence partagée. Tous les présents savaient que toute mauvaise interprétation pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ils ont donc gardé le silence agi et documenté les faits, dans cet ordre précis. Je terminerai cette section par une réflexion qui continue de me hanter. On considère souvent les témoins comme passifs, mais ici, leur rôle était essentiel. Sans eux, il ne s'agissait que d'une simple décision. Avec eux, elle est devenue un fait historique. Et c'est peut-être là le nœud du problème, le changement ne prend tout son sens que lorsqu'il est porté par plusieurs personnes. La cérémonie silencieuse l'a démontré, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Quand je considère tous les éléments, je constate que le véritable impact de cette décision ne se révèle qu'après coup. Non pas durant la nuit même, ni dans le silence de la cérémonie, mais dans la manière dont l'idée même de pouvoir se transforme peu à peu. La couronne est restée à sa place, les titres inchangés, et pourtant l'avenir s'est réécrit. C'est peut-être là l'aspect le plus intrigant, un changement sans rupture apparente. Je suis fasciné par les réactions qui ont suivi. Ni panique, ni rejet massif, mais surtout de la confusion et de la curiosité. Cela en dit long sur la façon dont cette décision a été perçue. On a senti qu'il ne s'agissait pas de déclarer une crise, mais de prendre une mesure de précaution. Pourtant, la question sous-jacente persistait, si cela est possible, qu'est-ce que cela signifie pour la nature même de la royauté ? La royauté est-elle encore un rôle à vie ou devient-elle de plus en plus une fonction qui s'adapte aux limites humaines ? Cette décision, à mon sens, rapproche la monarchie de la réalité dans laquelle vit déjà le reste de la société. Dans d'autres domaines, il est courant de répartir les responsabilités, de déléguer les tâches lorsque la charge devient trop lourde. Jusqu'à présent, seul le pouvoir symbolique semblait y échapper. Cette mesure reconnaît implicitement que le symbolisme lui aussi a besoin d'être entretenu. Cela marque une rupture avec l'image romantique d'un pouvoir inflexible, mais constitue en même temps une modernisation nécessaire. Je me demande comment ce précédent évoluera. Les futurs monarques ne pourront plus prétendre que l'engagement total jusqu'au bout est la seule option. Il existe désormais une alternative, un juste milieu permettant une retraite digne sans perdre la face. Cela modifiera non seulement les procédures, mais aussi les attentes. Le public portera un regard différent sur les dirigeants vieillissants. Non plus seulement avec spéculation, mais peut-être aussi avec compréhension. N'est-ce pas là une relation plus saine entre le pouvoir et la société ? Parallèlement, je perçois aussi les risques. Chaque annulation, chaque modification d'horaire peut désormais être interprétée comme le signe de l'application des nouvelles réglementations. La transparence rassure certes, mais alimente aussi les spéculations. C'est le prix de la modernité qui intègre la flexibilité, doit composer avec une interprétation constante. La question est de savoir si l'institution peut y résister. J'ai le sentiment que oui, précisément parce que cette mesure est le fruit d'une planification et non d'une nécessité. Ce qui me touche le plus, c'est le ton de tout ce processus. Pas de mise en scène héroïque, pas de tentative de forcer le cours de l'histoire. Tout respirait la prudence. Cela contredit l'idée que les changements majeurs doivent toujours être bruyants et visibles. Parfois, comme le démontre cet exemple, le changement le plus profond est précisément celui qui passe presque inaperçu sur le moment. Ce n'est que plus tard, avec le recul, que l'on comprend à quel point il a été décisif. Je me demande comment cette histoire sera racontée dans 10 ou 20 ans. En parlera-t-on comme du moment où la monarchie s'est réinventée ou comme d'une étape logique devenue inévitable, peut-être les deux ? Ce qui est certain, c'est que cela a instauré un nouveau langage pour la succession et la responsabilité. Un langage qui ne parle pas de fins abruptes, mais de transitions progressives. En ce sens, je ne vois pas cette décision comme une conclusion, mais comme une ouverture. Une ouverture vers un avenir où le pouvoir repose moins sur le déni que sur l'adaptation. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais la reconnaissance du fonctionnement du monde. Et peut-être tout simplement est-ce précisément ce qui rend cette mesure si importante. Non pas parce qu'elle change tout, mais parce qu'elle montre que le changement est possible sans tout détruire.
Je conclurai cette section par une réflexion qui me hante encore. Si l'une des plus anciennes institutions au monde est capable de s'autoréguler face aux limites humaines, qu'est-ce que cela révèle de nos propres systèmes ? Attendons-nous que les choses tournent mal ou osons-nous anticiper ? La réponse à cette question dépasse largement le cadre d'une simple